Bien, bonsoir à tous. Je pense qu'on peut applaudir Madame Fabienne Brugère. Merci Madame Brugère d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc, comme à l'accoutumée, j'aime bien en quelques mots présenter notre invitée. Donc, Madame Brugère, vous êtes philosophe et essayiste, présidente de l'Université Paris-Lumière. Vous enseignez la philosophie des arts modernes et contemporains à Paris 8. Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Et vous aimez explorer les thématiques profondément ancrées dans la société, mêlant esthétique, soins et féminisme. Vous questionnez le plus souvent les dynamiques du pouvoir, les rôles genrés et les affects qui façonnent nos vies, notre société, pour élargir la pensée philosophique vers des enjeux, je dirais, intimes et universels à la fois. Dans l'ouvrage dont il est question ce soir, intitulé « Des aimés », dont le sous-titre d'utilité publique « Manuel d'un retour à la vie » est paru il y a quelques mois chez Flammarion. Vous dressez ainsi une cartographie sensible de la dispute à la déception, en passant par l'ennui et l'infidélité. Et pour autant, c'est un livre joyeux, nous allons en parler ce soir. Si l'amour occupe une place centrale, vous dites, dans nos récits et nos imaginaires, le désamour, lui, reste évidemment en marge et pratiquement tabou. Vous avez donc eu l'envie, et je dirais même le courage, surtout, d'évoquer ce nouveau désordre amoureux. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole sur le sujet. Merci par avance. C'est toujours un petit peu le même schéma, 45 minutes, et puis échange avec le public pour ceux qui ont envie de poser des questions. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Alors, Fabienne Brugère, vous écrivez que le désamour est un mot que l'on prononce à peine ou du bout des lèvres. C'est-à-dire que c'est un tabou ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là dans cette rencontre de la médiathèque et du Centre des Arts. Je crois que des aimés, c'est quelque chose à cause du privatif. Il y a aimer, on aime bien entendre la fin, mais il y a aussi le déprivatif, et le déprivatif dit que l'on est privé de quelque chose. Et du coup, que l'on est dans la perte, dans le risque de perdre quelque chose, dans le manque. Et surtout, je crois que quand on fait, par exemple, l'expérience d'une rupture, pour prendre un exemple, si on est en plus vraiment une personne qui l'a subi, qui ne s'y attendait pas, je pense qu'il y a à ce moment-là la nécessité d'arriver à des aimés. Et en même temps, c'est comme une forme de honte, parce que c'est toujours difficile d'avouer qu'on doit faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est toujours très difficile d'avouer ses chagrins, d'avouer aussi peut-être le fait qu'on est sur le moment comme un perdant ou une perdante. Et vraiment, c'est ce sentiment de perte, le fait tout d'un coup de perdre quelque chose, quelqu'un d'autre, et de ne plus pouvoir vivre avec la même intensité. Et donc ça, c'est très difficile à avouer, c'est très difficile à dire, c'est très difficile à écrire. Mais alors, dans ce cas, pourquoi désaimer est-il si difficile, en fait ? Peut-on éviter la souffrance ? De toute façon, je pense que dans la vie, il y a toujours des moments d'épreuve, donc il y a toujours des moments où on n'évite pas la souffrance. Et le moment où on est obligé de se détacher de quelqu'un, c'est forcément un moment de souffrance, parce que la souffrance, ça joue
sur un individu qui n'est pas seulement un individu qui calcule, mais qui est aussi un individu passionnel, un individu avec des émotions. Et donc ce moment du désamour, c'est un moment de souffrance au sens où ça fabrique des passions. Ça peut fabriquer des passions tristes, ça fabrique une expérience qui risque d'être négative, c'est comme si on était amputé d'un membre quelque part. C'est comme si on était abîmé. C'est comme si on était profondément blessé. D'autant que l'amour, on nous dit toujours que voilà, que c'est éternel, que c'est l'expérience la plus belle qui soit, que ça dure. Donc oui, c'est vraiment un sentiment d'amputation d'une partie de soi, d'une partie de sa vie, et forcément, c'est beaucoup de souffrance. Comme vous êtes professeur d'université, je vais faire appel à votre esprit de synthèse. Alors, comment vous décririez, en quelques mots, le processus de décomposition de l'amour dans son ensemble? Bah oui, parce que... Alors, oui, je suis philosophe. Comme je suis philosophe, le terme de philosophie, il contient à l'intérieur le terme d'amour, amour de la sagesse. Donc a priori, déjà que dans la société, on a toujours tendance à idéaliser l'amour. Quand on est philosophe, on l'idéalise d'autant plus qu'on pense à amour de la sagesse. Donc du coup, comment pouvoir aborder cette question-là en philosophe? Comment faire ce précis de décomposition amoureuse? D'une certaine manière, en déconstruisant l'amour et en posant les étapes du désamour, et puis aussi en ayant cette petite idée que dans l'amour, il y a une dose d'illusion. Et donc aussi, désaimer, c'est une analyse de l'illusion amoureuse à laquelle on peut donner plusieurs noms. On peut lui donner le nom d'idéalisation, on peut lui donner le nom d'amour romantique, on peut lui donner le nom d'amour éternel. Et l'illusion, c'est pas la même chose que l'erreur. L'illusion, c'est quelque chose qui peut durer. C'est quelque chose auquel on croit, auquel on adhère. Donc c'est très fort. Donc l'illusion amoureuse, c'est quelque chose de particulièrement puissant. Et donc forcément, quand on est tout d'un coup privé de cette illusion, c'est particulièrement difficile. Alors, désaimer, donc le titre, pourquoi avoir choisi cet infinitif, désaimer, plutôt le nom des amours pour le titre du livre? Déjà, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours préféré le verbe aimer au terme d'amour. Parce qu'après tout, on dit je t'aime. Et quand on dit je t'aime, c'est le verbe lui-même. Et l'amour, c'est une sorte de grand concept qui se balade là quelque part. Et justement, c'est beaucoup plus sujet à l'illusion. Alors que quand on dit je t'aime, quand on aime, on est quand même dans une situation. La deuxième raison, c'est que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours pensé, mais ça c'est ma lecture de Simone de Beauvoir, j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre la philosophie et la vie, qu'il y avait un lien entre la pensée et l'expérience personnelle. Et forcément, quand on utilise les verbes, que ce soit aimer ou désaimer, on se met tout de suite dans des situations. Et le livre, ce qu'il raconte aussi, ce sont des histoires. Ce sont des histoires d'individus qui sont pris dans j'ai envie de dire, ce processus du désamour. Parce que c'est aussi ça, le verbe désaimer, ça met l'accent sur le fait que désaimer, c'est un processus. C'est un chemin
c'est un chemin de vie, d'où d'ailleurs l'idée du manuel du retour à la vie. Donc, Désaimer, ça met en avant le fait qu'il y a des étapes, qu'on peut les analyser et que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, on y croise autant des personnes que vous avez pu croiser dans votre vie, comme des personnages de romans, ce qui le rend particulièrement intéressant, on y reviendra. Alors, est-ce que dans cette société, on a quelque part encore un conditionnement à l'amour? Est-ce que comment désaimer dans une société qui, peut-être toujours un peu, pousse à aimer? Le conditionnement à l'amour, je pense qu'il existe toujours, effectivement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une histoire culturelle, Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, dans la littérature, Charlotte et Werther. À chaque fois, quand même, en même temps, des passions amoureuses, des histoires amoureuses qui sont plutôt tragiques. Et puis il y a en quelque sorte, donc il y a ce contexte, des histoires amoureuses. Et puis après, il y a aussi le fait, alors je ne sais plus ce que je voulais dire. Redites-moi la question. Oui, comment désaimer dans une société qui finalement, vous l'écrivez, oui. Nous pousse toujours à aimer par les mythes qui sont mis en avant pour les petites filles. Il y a la question des mythes, il y a aussi l'analyse qu'on peut faire des garçons et des filles, et le fait, ça, un certain nombre de livres ont fait cette analyse-là, le fait que les filles, on les éduque beaucoup plus à l'amour comme étant la finalité de la vie, le prince charmant, beaucoup plus que les garçons. Et puis après, il y a le fait que aujourd'hui, certes, on est peut-être un peu moins dans la vision, je pense, de l'amour romantique et dans la vision de l'amour éternel, parce qu'il faut dire qu'on s'en est quand même pris pas mal plein la tête, les uns et les autres, les unes et les autres. Il y a quand même beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, beaucoup de gens qui veulent plus être en couple, de célibataires qui s'affirment heureux, etc. Donc, je crois que malgré tout, on est quand même sorti d'un modèle, je dirais, on est en train de sortir d'un modèle unique de l'amour. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a plutôt autre chose, qui est l'idée toujours que la vie doit être parfaite, qu'on doit être performant, et que donc la meilleure façon d'être parfait, performant, heureux, c'est malgré tout, je dirais presque, d'être en couple, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que la société, elle se structure quand même de manière idéale, autour du couple, après de la famille qui grandit. Et donc souvent, on associe la figure du couple à la figure de l'amour, alors qu'elles sont pas nécessairement liées. Donc il y a quand même un prisme du couple qui est encore très très fort et qui fait que précisément il y a du coup une forme d'injonction à l'amour. Puis il y a autre chose, c'est que de plus en plus, on nous dit il faut s'épanouir, ce qui est important dans la société. Bon, une société, en même temps, on a quand même des guerres qui se pointent un peu partout et des individus qui ne sont pas forcément bienveillants. En même temps, on nous dit qu'il faut être heureux. Il faut être heureux, épanoui, y compris sexuellement. Donc forcément, ça veut dire que l'amour, le désir, la sexualité sont des choses essentielles. Et que quand elles disparaissent d'une relation à deux, très rapidement, en fait, on met cette relation à deux en cause au nom un peu d'un bonheur obligatoire à deux. Mais alors pourquoi ce conditionnement est-il encore plus fort pour les femmes? Autrement dit, comment les questions de genre ont influencé l'écriture de ce livre? Alors attention, parce que en même temps, quand j'ai écrit ce livre, Désaimer, l'idée, c'était vraiment de rendre compte d'une expérience universelle. C'est-à-dire comment
mon expérience à moi, parce que ça a correspondu justement à une période de rupture amoureuse, comment mon expérience à moi, elle peut aussi valoir pour d'autres. Parce que ça, c'est le propre du travail philosophique. C'est comment on peut passer, comment on peut essayer de passer du jeu au nous. Donc, il y a quand même cette idée que le nous dans ce livre, et la nécessité de désaimer, c'est tout autant l'affaire des hommes que des femmes, des hétérosexuels que des homosexuels, etc. Mais c'est vrai qu'on sait bien que à travers l'éducation de nombreuses sociétés, et pas seulement dans les sociétés méditerranéennes, on pousse toujours les femmes du côté de l'amour des autres, de l'amour de la famille, de l'amour du conjoint, du soutien aux parents, aux grands-parents. Sacrifice, peut-être. Au sacrifice de soi, au don de soi, et que ça, forcément, ça cultive une certaine figure de l'amour qui est toujours projetée vers l'autre, mais qui en même temps révèle un manque, souvent, c'est l'amour de soi. Et justement, je crois que si on pense les choses en termes de genre, ce que je dirais, c'est que sans doute que dans la figure du désamour, les femmes doivent vraiment apprendre à s'aimer elles-mêmes et les hommes doivent apprendre, mais attention, hein, c'est pas toujours vrai, ça se passe pas toujours comme ça. Et les hommes devraient plus apprendre à aimer les autres. Voilà, on pourrait le dire comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Mais ça pourrait un peu se passer comme ça. Alors, vous écrivez que, donc, je cite, si nous évoquons l'amour éternel, ou si nous croyons à un amour inconditionnel, c'est parce que depuis notre enfance, on nous raconte des histoires d'amour au nom d'une injonction à aimer, de préférence dans les relations hétérosexuelles. Or, des études en psychologie et neurosciences montrent aussi que l'amour repose sur des mécanismes biologiques profond. Dès lors, est-ce qu'on ne peut pas dire que si nous aspirons à cet amour éternel, c'est moins par conditionnement que parce que nous sommes tout simplement pas faits pour être seuls? C'est bien sûr que dans l'expérience amoureuse et dès le phénomène de la rencontre, bien sûr qu'il y a des questions, d'attractivité dont on peut faire une analyse quasiment neurobiologique, mais aussi, on pourrait dire, physico-chimique. Enfin, on peut trouver plusieurs expressions. Mais je crois qu'on peut jamais réduire la question de l'amour à cette question-là, hein, qui nous fait dire d'ailleurs qu'il y aurait même, je ne sais plus si c'est 3 ans ou 4 ans, ça varie selon les études, une fin vraiment du premier désir sexuel, etc., etc. Ce que je dirais, moi, là-dessus, c'est que la question de la rencontre entre deux êtres, c'est aussi une question, bien sûr, c'est une question qui noue l'importance du matériel dans le désir, mais elle ne peut pas se penser non plus sans l'imagination, sans le fantasme, et donc sans cette dimension qu'on ne peut pas, qu'à mon avis, on ne peut pas réduire précisément à la dimension physico-chimique ou à la dimension neurobiologique. Et ça, c'est des choses, cette dimension du fantasme, de ce qu'on construit de fantasmagorique dans une relation, des projets aussi que l'on peut avoir en commun, ça c'est encore autre chose. Bien sûr, c'est des éléments qu'on retrouve par excellence dans le cinéma, dans la littérature. C'est pour ça que j'ai utilisé Proust, c'est pour ça que j'ai utilisé les liaisons dangereuses ou de Choderlos de Laclos ou d'autres textes. On y reviendra. C'est qu'il y a toute la relation qu'on vit
mais dans une relation amoureuse, il y a toute la relation qu'on ne vit pas non plus. Enfin, oui. Qui s'expérimente autrement que comme ça. Alors, s'il y a une chose qui est en tout cas difficilement contestable, c'est que la société entretient l'illusion de l'amour-passion, toujours. Pourquoi, d'après vous? Alors, je ne sais pas si la société continue vraiment d'entretenir la référence à l'amour-passion. Qui rend malheureux en soi. Oui, et puis je pense que là-dessus, parce que c'est intéressant de regarder les travaux de sociologie qui décrivent les expériences amoureuses, en particulier chez les jeunes. Bon, parce que dernièrement, il y a eu cette grande enquête sur la sexualité des Français, mais il y a eu aussi, dans le registre de la sociologie, beaucoup de travaux sur les jeunes et l'amour. Et je crois que cette figure de l'amour-passion, elle est en train de disparaître dans la jeunesse. Enfin, je crois que les jeunes sont plus du tout dans la production. Ils sont beaucoup moins, en tout cas, me semble-t-il, dans la production d'une illusion amoureuse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas respecter des schémas classiques, etc. Mais ça veut dire en tout cas qu'ils avancent beaucoup plus prudemment sur la question d'une relation. Par exemple, c'est très fréquent qu'au départ, voilà, ils vont commencer une relation comme ça, ils vont vraiment observer la question de savoir si les besoins de chacun sont respectés, cette notion de besoin aussi. Le surgissement de la notion de besoin dans les relations amoureuses chez les jeunes, c'est quand même un terme assez qui va vraiment à l'encontre de l'amour-passion. Et puis l'idée qu'il y a un moment où on passe vraiment une relation à deux. Mais qu'avant, je pense qu'on sort quand même de cette figure de l'amour-passion. Puis de toute façon, la figure de l'amour-passion, elle a toujours valu comme une couverture, mais on sait qu'il y a plein d'histoires amoureuses qui sont bien évidemment autre chose, qu'il y a plein d'histoires dont on nous fait croire aussi qu'elles sont des histoires amoureuses, que ce ne sont pas des histoires amoureuses, etc. Alors ça, comment les distinguer? On verra peut-être. Alors, dans le chapitre sur la dispute, vous vous appuyez sur des exemples donc, du cinéma, de grands films comme Le Mépris de Godard ou Le Chat. Vous concevez donc dans ce chapitre la dispute comme, je cite, un nouveau moment de la vie habité par la haine et la volonté de faire du mal à l'autre. Dans quel cas la dispute est un signe avant-coureur du désamour et n'est pas un moyen de mettre les choses à plat, tout simplement? Oui, sur la dispute, à mon avis, bon, c'est quelque chose qu'on est beaucoup à vivre à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est quelque chose de particulier. Dans ma tête, moi, c'est quelque chose en même temps de particulièrement cinématographique. C'est-à-dire que quand je pense dispute, bon, bien sûr, je pense aux scènes de dispute de ma propre vie, mais je pense tout de suite à des scènes de dispute dans tel ou tel film. Et c'est vrai que là, ce qui m'est revenu, c'est la scène absolument splendide de la dispute entre Michel Piccoli et Brigitte Bardot dans Le Mépris, d'autant plus que ça se passe dans un cadre écrasé par le soleil, extrêmement beau, que Brigitte Bardot est allongée sur le ventre et qu'elle a un livre ouvert sur les fesses, ce qui est quand même assez drôle, que Piccoli arrive et qu'il commence à lui dire « Pourquoi tu ne m'aimes plus ?» Et qu'au début, c'est une dispute où ils en arrivent à se dire des choses très très dures, puisqu'elle en arrive à dire qu'elle le méprise, mais en même temps d'une manière extrêmement froide. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la dispute peut être froide. Et peut-être d'ailleurs que quand la dispute est froide, c'est peut-être le signe qu'il n'y a vraiment plus d'amour. Stade de décomposition avancée. C'est un stade de décomposition avancée. Alors bien évidemment, s'intéresser à l'auscultation, parce que j'en suis venue à la dispute, parce que je me suis dit, il y a des signes avant-coureurs du désamour. C'est-à-dire que quand tout d'un coup on est contraint, par exemple, de désaimer, parce qu'une rupture se fait, et qu'en particulier, on est la personne qui n'a pas entamé le processus avant, qui est la personne qui se retrouve là, étonnée d'être tout d'un coup seule. Je me suis dit, mais forcément,
dans le processus de désamour que l'on est obligé de faire, par exemple, dans l'urgence et brusquement, on va réexaminer sa vie. On va réexaminer sa vie et on va essayer d'ausculter les signes avant-coureurs du désamour. Et donc, on va revenir sur les moments dans la vie de couple, on va revenir sur les moments d'ennui, sur les moments de silence, sur les moments de dispute, et à quel moment, à quel degré d'intensité deviennent-ils des signes avant-coureurs du désamour. Et je crois que sur la dispute devient un signe avant-coureur du désamour, bien évidemment quand elle se répète, quand elle est de plus en plus violente dans ce qu'elle organise en termes de négation de l'autre, de négation de la vérité de l'autre, de l'impossibilité précisément de prendre l'autre en considération. Alors vous parlez ensuite de l'ennui également. Voilà, à quel moment un petit peu du désamour surgit l'ennui? Et finalement, l'ennui n'est-il pas aussi une étape nécessaire d'un couple qui s'institutionnalise, pour reprendre vos mots? Bah, écoutez, on a tous vécu des scènes. Vous savez, on va au restaurant et on se trouve un côté d'un couple, et ce couple, par exemple, ne se parle pas pendant tout le repas. Et peut-être maintenant, en plus, à l'âge des iPhones, le couple, chacun est sur son téléphone en train de regarder ses propres messages. Et quand même, on se dit, bah, ces deux-là, ils n'ont rien à se dire. Pourquoi ils sont ensemble au restaurant? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce qu'ils ont intérêt à rester ensemble? Ils s'envoient des messages. Alors peut-être qu'ils s'envoient des messages, mais c'est quand même pas très fun. Et du coup, je pense que bien sûr, l'ennui dans la vie, dans une relation amoureuse, il faut des moments où on s'ennuie, c'est-à-dire des moments où on est dans cet état qui est à la fois un état, on pourrait dire, d'attention flottante, un état de repos qui n'en est pas un. Mais le problème quand l'ennui devient-il un signe avant-coureur du désamour, bah, quand l'ennui commence à prendre toute la place. C'est-à-dire précisément quand il n'y a plus aucune intensité de la vie à deux, et qu'on ne sait plus quoi proposer à l'autre, qu'on ne sait plus trop ce qu'on va pouvoir faire avec l'autre, et que par exemple si on est en vacances avec lui ou avec elle, bah, on s'ennuie tellement qu'on a envie de revenir à sa vie de travail, à sa vie ordinaire. Il y a quand même des moments où l'ennui est tellement présent qu'il donne envie de prendre un peu ses jambes à son cou. Et dans ces moments-là, ça signale bien quelque chose qui est du registre d'un désamour. En même temps, on supporte de moins en moins aujourd'hui l'ennui, pourtant propice à la création, à la découverte. C'est un peu le paradoxe aussi. Alors, oui, bah c'est d'ailleurs pourquoi, à mon sens, la question de la fin de l'amour, elle est de plus en plus présente. Et d'ailleurs, je crois que de plus en plus, quand on aime, bah on a peur de la fin. On a peur que ça se termine, on craint que ça se termine. Alors aussi, quoi, le silence prépare le désamour? Alors là, le silence, j'avais en tête Le Chat, ce vieux film de Pierre Granier de Fer avec Signoret et Gabin, qui se passe à Courbevoie, mais au moment où Courbevoie, c'était encore vraiment des tout petits pavillons. Et quand même, ce couple qui reste ensemble et qui ne se parle plus, et qui, à la fin, d'ailleurs, ne se parle plus que par petits morceaux de papier. Et donc là, mais on se dit, mais c'est quand même l'étape ultime de l'absence d'amour, l'impossibilité de s'adresser une parole, tellement on en arrive à un rapport de saturation
de haine et à l'incapacité de supporter l'autre. On ne parle plus à l'autre parce que précisément, on ne peut plus le supporter. Alors, on va passer de l'attachement donc au détachement un petit peu. Alors, une question, en quoi l'expérience de l'enfance et de l'attachement de l'enfant à sa mère influence-t-il l'expérience future de l'attachement amoureux? Alors, on pense surtout à ça en termes de troubles, oui, souvent. Ben, je dirais là-dessus, moi j'ai beaucoup travaillé par le passé sur des courants philosophiques qui sont liés à la question du soin et donc à la question de l'attachement, en particulier chez les très jeunes enfants. Et j'ai beaucoup aimé les textes de Bowlby qui ont été écrits au moment à peu près de la Seconde Guerre mondiale, et ce moment où Bowlby explique que quand de très jeunes enfants, des bébés, en fait, on les éloigne de leur mère ou de celle qui fait fonction de mère, qu'on les emmène vraiment dans des hôpitaux où ils ne sont pas avec leur mère, ben en fait on crée des formes de traumatisme. Et je crois qu'effectivement, la question de l'attachement chez le très jeune enfant, elle est vraiment essentielle et qu'on doit faire attention à des syndromes d'abandon. Et que ce syndrome d'abandon, bah effectivement, il peut se retrouver 20, 30, 40 ans après dans un phénomène de rupture. Ou dans des addictions. Ou dans des addictions. Enfin, c'est le fait qu'à un moment ou un autre, sur des années qui sont essentielles, eh bien, en fait, l'attachement ne s'est pas convenablement construit. Il n'est jamais parfait, l'attachement, bien évidemment, mais il n'a pas pu suffisamment s'expérimenter. Et donc ça, oui, je pense que ça continue à jouer, bien sûr, après. Alors, parmi les pages que j'ai préférées, il y a celle où vous prenez appui sur Proust pour parler de la déception amoureuse, notamment alors Odette de Crécy et Swann, vraiment de très belles pages. Alors, revenez un petit peu sur ce moment du livre. Proust, c'est une littérature du désamour. Hein. Ça n'arrête pas de désaimer dans Proust. Pourquoi ça n'arrête pas de désaimer? Parce que, par exemple, Swann aime Odette, en même temps, le jour où il se marie avec Odette, il sait qu'il ne l'aime plus. Et j'ajouterais même que le jour, que quand il rencontre Odette, il dit bien qu'en même temps, Odette, c'est pas du tout son style de femme. Donc, si vous voulez, dans le rapport de Swann à Odette, c'est constamment un mélange déjà d'amour et de désamour. C'est-à-dire qu'avec Proust, ça n'existe pas l'amour-passion, ça n'existe pas l'amour plein, entier, qui est rempli de plénitude. Et puis après, si on va un petit peu plus loin et qu'on prend la manière qu'on conçoit, en tout cas de la manière dont le narrateur est amoureux d'Albertine, il n'est amoureux d'Albertine que lorsqu'elle est absente. Dès qu'Albertine est là, ce dont il fait l'expérience, c'est que précisément il ne l'aime pas. Donc, en fait, l'amour, il est toujours expérimenté chez Proust dans la dimension de la non-connaissance, dans la dimension de l'incomplétude, dans la dimension du manque. Donc d'une certaine manière, Proust, c'est par excellence l'écrivain qui pose dans la vie elle-même le fait qu'aimer, c'est toujours aussi désaimer, et que finalement... essayer de saisir le verbe aimer, ce serait comme essayer de saisir des grains de sable dans sa main, ça va toujours filer de tous les côtés. Et donc c'est pour ça que pour moi il était important que Proust soit présent dans ce livre, parce qu'il y a un tel poids de la déception amoureuse chez Proust. L'amour, c'est toujours une affaire, de déception. Il y a toujours un moment de la déception.
Alors, vous parlez aussi vous comparez le détachement amoureux aussi au désengagement d'un intellectuel face à une nation en dérive, avec l'exemple de Tucholsky Oui. Face à l'Allemagne nazie. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu Oui, ce point? j'avais en tête Tucholsky, puis j'avais en tête également Stefan Zweig. Parce que finalement, ce sont deux écrivains qui sont obligés de quitter leur pays parce que ce pays est en train de se militariser, de se nazifier, de déployer un nationalisme antidémocratique. Et pour eux, ça devient impossible pour plusieurs raisons, hein, parce qu'ils sont juifs aussi, mais ça devient impossible aussi parce que tout d'un coup, ils ont le sentiment que le pays qu'ils ont aimé, qui avait produit la République de Weimar, qui a produit une culture, une philosophie immense, est en train de devenir autre chose. Et du coup, ils prennent la route de l'exil, et prenant la route de l'exil, eh bien, ils sont obligés quelque part de faire cette expérience qui consiste à désaimer ce que leur pays est en train de devenir. Et donc, on peut désaimer une personne, mais on peut aussi désaimer un pays parce qu'il est devenu justement quelque chose qui ne correspond plus du tout à ce qu'il était. Et on peut aussi désaimer des idées. Le désamour de la politique, par exemple, ça existe. Oui, ceux qui ont été désenchantés après 68, peut-être par certaines idées. Oui, et puis pas seulement. Enfin, je crois que on peut, dans toute l'histoire de la France et dans toute l'histoire du monde, trouver de nombreux exemples du désamour politique. Alors revenons un petit peu à la littérature. Alors vous prenez l'exemple pour illustrer les trahisons de l'amour, les liaisons dangereuses donc de Laclos. Vous pouvez y revenir aussi? Les liaisons dangereuses de Laclos, c'est un livre formidable. C'est un roman par lettres, mais un roman par lettres où finalement deux libertins, un homme et une femme, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, mettent au point, en quelque sorte, on pourrait dire, des stratégies amoureuses et jouent sur les sentiments des autres. Et c'est en particulier de faire tomber une femme vertueuse. Donc pourquoi les liaisons dangereuses? Parce que précisément les liaisons dangereuses, c'est toute la question de l'amour comme un jeu, mais qui se révèle en même temps pas totalement un jeu. Et puis, c'est toute la question en même temps des difficiles frontières entre aimer, désaimer, jouer, toute la question aussi du coup du libertinage, et puis en même temps avec cette fin où finalement les deux libertins extrêmement cyniques sont finalement punis. Donc c'est un texte exceptionnel sur l'amour et sur le désamour, parce que c'est un texte qui n'est jamais simpliste. C'est un texte qui montre toutes les facettes d'une relation amoureuse, tout ce qu'on veut s'avouer, tout ce qu'on ne peut pas s'avouer, tout ce qu'on n'arrive pas à s'avouer, tout ce qu'on ne veut pas reconnaître. Et donc, d'une certaine manière, c'est un moment de la modernité littéraire, je trouve, où les questions d'amour et de désamour, elles sont vues dans une grande complexité, parce que parfois, notre modernité a tendance à simplifier la question de l'amour, comme la question de la fin de l'amour. L'amour-passion, la fin de l'amour, bon, pas de problème, on se sépare, on divorce, etc. Et finalement, c'est très simple. Or, d'une certaine manière, il y a une véritable complexité
des relations amoureuses, de la même manière qu'il y a une véritable complexité de cette épreuve de vie qu'est le désamour, qui mène d'ailleurs aussi à la possibilité après, justement, d'aimer à nouveau. Alors, vous parlez donc du mensonge comme étant la trahison par excellence. Alors, vous affirmez qu'il détruit irrémédiablement l'attachement amoureux, aussi chez celui notamment qui ment, en fait. Pourquoi Parce que le couple moderne, le couple ultramoderne, c'est quand même largement constitué autour de la notion d'authenticité. Parce que bien sûr, justement, on parlait des liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses contestent complètement le fait que l'amour, c'est une affaire d'authenticité. Mais ce qu'on nous a, ce que la littérature a beaucoup mis en scène, par exemple, avec la Nouvelle Héloïse de Rousseau, mais avec aussi d'autres textes, c'est vraiment l'idée que dans l'amour, il y a quelque chose d'authentique, il y a une relation authentique, il y a une relation de confiance. Et ça, c'est la première chose. Et donc, forcément, le mensonge, quand il est découvert, en tout cas, le mensonge, quand il est découvert, inévitablement, c'est ce qui détruit la relation de confiance. Et donc, dans une société qui repose sur l'idée de plus en plus que l'on doit tout se dire, eh bien forcément, le mensonge, il est vraiment très souvent vécu comme la tradition ultime. Et très souvent, il aboutit précisément, du coup, à des séparations. Pas toujours, mais souvent. Et puis, la deuxième chose, c'est que si on prend la figure traditionnelle, si on prend la question du couple, la figure aussi du mariage, qu'on a associé parfois, qu'on a associé de plus en plus à l'idée du couple amoureux, à l'idée que se marier, c'était se marier avec celui ou celle qu'on choisit, etc. Si on prend cette figure-là, c'est vrai que le serment de mariage, il est lié à un serment qui est celui de la fidélité. Donc, et la fidélité, on l'associe souvent justement au fait de ne pas mentir, de ne pas tromper l'autre, etc. Donc oui, je crois que le mensonge, l'infidélité, ce sont des choses qui forcément remettent fortement en cause une expérience amoureuse. Alors le détachement et apprendre à revivre seul, à reprendre ses repères, est-il une condition nécessaire finalement pour accéder à une certaine forme de vérité ? Je pense qu'il faudrait toujours arriver à être suffisamment, à la fois suffisamment attaché et suffisamment détaché. Il faudrait pouvoir concevoir ces relations affectives comme un équilibre entre l'attachement et le détachement. En d'autres termes, je crois que la relation amoureuse, c'est à la fois une relation dans laquelle on s'affirme soi-même, on affirme une indépendance, mais c'est aussi une relation dans laquelle justement on affirme un attachement, une dépendance à l'égard de l'autre. Et donc, c'est tout un jeu entre l'attachement et le détachement, entre l'indépendance et la dépendance, en sachant qu'en même temps, on est dans un registre, c'est d'ailleurs pour cela qu'au sens strict, c'est quasiment intraitable philosophiquement, on est dans un registre où il n'y a aucune stabilité. C'est-à-dire que le propre en même temps des relations affectives, c'est qu'elles sont toujours mouvantes. Et c'est qu'à un moment, on va pouvoir affirmer un certain détachement, et puis le moment d'après, ce détachement, il va être complètement balayé. Alors, vous écrivez aussi que
finalement, la peur de l'abandon de l'autre, en fait, plutôt l'abandon de l'autre, est justifiée par une hypermodernité individualiste. Oui. Pourquoi ? J'avais en tête là-dessus, j'avais 2 livres en tête là-dessus, et 2 écrivaines, l'une des 2, on ne connaît pas bien son identité. J'avais en tête, en tout cas, 2 livres. Les jours de mon abandon, d'Elena Ferrante, parce que dans les jours de mon abandon, ce qui est décrit, c'est une expérience finalement assez banale, où une famille est tout d'un coup rompue parce que l'homme rencontre une compagne plus jeune, part avec cette compagne, et du jour au lendemain, je crois que c'est à l'issue du déjeuner, la femme se retrouve seule avec les 2 enfants et le chien. Et donc, ce que raconte Elena Ferrante, c'est les jours qui ont suivi ce qu'elle nomme un abandon, avec tous les types de passions qui peuvent se succéder. Et j'avais en tête aussi un autre livre très différent. C'est le livre de Déborah Lévy, Le coût de la vie, livre justement où au contraire, Déborah Lévy présente son divorce comme une libération. C'est-à-dire que, voilà, elle écrit de manière radicale. J'ai vécu en Angleterre, dans la banlieue de Londres, dans une grande maison, une belle maison en famille, etc., avec des enfants. Et finalement, j'ai rien vécu. Et le jour où je me suis retrouvée avec mes enfants dans un petit appartement miteux en plein Londres, eh bien là, j'ai commencé à vivre quelque chose de l'ordre d'une libération. Puis elle le lie d'ailleurs aussi à la question de la possibilité d'écrire, de l'écriture de soi. Et donc là, voilà, on a 2 visions finalement du désamour. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça prouve que, bon, en fait, il y a l'abandon, mais il y a aussi autre chose. Il y a une expérience négative, mais il peut y avoir aussi une expérience positive, c'est-à-dire le fait que dans le désamour, on se retrouve aussi face à soi. Et que se retrouvant face à soi, eh bien, on va expérimenter un sentiment d'existence, peut-être d'une intensité qu'on n'avait pas connue précédemment. C'est l'idée que désaimer, c'est aussi produire un rapport intense à soi. C'est aussi se donner peut-être la possibilité de se trouver soi-même. Alors finalement, le temps de l'hyper-individualité, d'un sujet émotionnel de plus en plus exacerbé, rend peut-être la rupture, le détachement de plus en plus difficile. Alors je ne sais pas si ça rend le détachement de plus en plus difficile, mais ce qui est vrai, c'est que bon, il y a des textes là-dessus, il y a des textes philosophiques, sociologiques, sur le fait que nous sommes de plus en plus des individus émotionnels. Nous sommes de plus en plus des individus émotionnels, nous suivons de plus en plus nos plaisirs et nos déplaisirs. Nous avons de plus en plus de mal à imaginer des transcendances à nos sociétés. Nous sommes de plus en plus pris dans notre devenir et dans la nécessité de performer des modes de vie où nous serions censés nous épanouir, avoir du plaisir. Et donc, tout déplaisir peut vite être compris comme un échec et comme une faille émotionnelle. Donc, effectivement, et puis, vraiment, étant de moins en moins confrontés à la possibilité même d'une transcendance, je crois que nous sommes de plus en plus enfermés dans nos histoires individuelles, dans ce qui nous arrive, et donc nos accidents de vie prennent
de plus en plus de place, précisément. Ils prennent de plus en plus de place aussi, peut-être, parce que, du coup, nous essayons de plus en plus aussi de les analyser, de les transformer. Peut-être aussi que les accidents de vie, nous les acceptons de moins en moins. Et que les acceptant de moins en moins, c'est de plus en plus difficile de les vivre, de les nommer et d'en faire quelque chose. Très bien. Alors j'aurais une dernière question avant de passer la parole ensuite à François. Comment réinventer finalement notre rapport à l'amour pour les relations futures? Bon. Oui, ça c'est une question importante, ample. Il ne vous a pas échappé que dans nos sociétés, on a de plus en plus de vies amoureuses, au sens où on vit, on se sépare, on revit, on se resépare. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Et du coup, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Je pense que ça induit un changement dans la conception que nous avons de l'amour. Ça induit un changement dans la conception que nous avons de l'amour, parce que je tiens beaucoup à ce terme. Quand on désaime, quand on fait rupture, qu'on inaugure une rupture ou qu'on la subisse, eh bien, on se construit un héritage. On se construit un héritage, c'est-à-dire que forcément, par le fait même de ce qu'on a vécu, qu'on va plus ou moins examiner, eh bien, on ne va plus aimer de la même manière après. On va aimer avec la puissance d'une expérience. On va aimer avec des choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, avec peut-être une illusion d'une certaine forme d'amour qu'on a perdue. Et donc, je le dirais en ces termes-là, on va aimer de manière plus réaliste. Et donc, finalement, ce texte, c'est une manière de penser une perfectibilité de l'amour. On pourrait le dire de cette manière-là. D'accord. Alors, en tout cas, c'est un livre qui part d'un exemple personnel pour partir au général et qui révèle en tout cas de nombreuses vérités universelles et c'est très intéressant.